Bonjour à tous, nous sommes ici pour notre première interview. Nous sommes au lycée François 1er du Havre. C'est un lycée où Jean-Paul Sartre a enseigné. C'est aussi un des lycées les plus nombreux du Havre. Il est situé en plein centre-ville, on pourrait dire. Et nous allons interviewer notre invité. Merci énormément de participer dans cette interview. Alors, dites-nous, racontez-nous un peu quel est votre nom, votre profession, où vous enseignez. Alors, je suis Philippe Roussel, je suis professeur d'éducation physique au lycée François 1er et au lycée Porte-Océane du Havre. Voilà, je suis au Havre, c'était ma première affectation en 1982 et depuis j'ai pas bougé, donc je suis toujours professeur là. J'étais en collège d'abord et maintenant je suis en lycée. Et il me reste 2-3 ans avant de prendre ma retraite, voilà. D'accord. Vous enseignez aussi au lycée Porte-Océane, non? C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, j'enseigne au lycée. Mon affectation, c'est le lycée Porte-Océane. Et là, cette année, je fais quelques heures au lycée François 1er. D'accord. Alors, vous enseignez dans les deux lycées en tant que professeur d'éducation physique. Oui. Vous pouvez nous dire quelle est la taille plus ou moins du lycée, combien d'élèves il y a, plus ou moins? Alors, pour le lycée François 1er, je ne sais pas trop parce que je viens d'arriver, je ne me suis pas renseigné. Mais par contre, pour le lycée Porte-Océane, il y a à peu près 750 élèves qui sont répartis dans les bacs généraux, les bacs STMG, donc techniques, et les bacs professionnels. D'accord. Est-ce que ces établissements sont adaptés aux handicapés? Est-ce qu'ils ont des barrières physiques majeures? Quelle est votre expérience à propos de cela? Moi, j'ai une expérience assez réduite parce que jusque-là, en EPS, on n'avait pas beaucoup d'élèves handicapés, mais ça commence à venir. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient exclus souvent par le biais des médecins qui préféraient ne pas leur faire d'EPS. Là, on arrive à en avoir quelques-uns. Les aménagements sont faits pour eux, pas forcément dans la pratique de l'EPS, mais au moins au niveau des bâtiments, puisque de par la loi, on est obligé de les adapter. Et au niveau de l'EPS, on commence à se mettre tout doucement à adapter des gens pour les gens en fauteuil notamment, où il y a plein de possibilités de handicap malheureusement, et on essaie de s'adapter au coup par coup en fonction. Donc il y a des aménagements pour la classe d'EPS. Il y a aussi des PAP dans un sens plus général ou plus élargi à d'autres étudiants. À d'autres matières, oui, il y a des aides qui sont fournies, il y a des aides notamment qui viennent pour intervenir, pour aider l'handicapé en fonction de son handicap et du degré de handicap qu'il a. Il y a des gens qui sont payés pour venir l'aider à l'intérieur des cours, qui sont tout le temps avec lui. D'accord, parfait. Alors nous sommes ici devant l'ancienne entrée du lycée François 1er et j'aimerais vous poser quelques questions sur les élèves plus particulièrement. Oui. Donc d'abord, quelles sont les voies post-bac que les élèves aimeraient poursuivre? Quelle est l'orientation post-bac des élèves? Oh là, alors là c'est très vaste, c'est étant donné que moi je vais vous parler du lycée Porte-Océane que je connais le mieux. Au lycée Porte-Océane, on a toutes les formes, enfin on a un éventail de formations très important, très large, et donc il y a aussi bien des élèves qui vont aller ensuite post-bac qui vont faire médecine, que d'autres qui vont s'orienter vers le secrétariat. Certains vont aller sur les IUT, d'autres vont aller sur les facs. Donc c'est très vaste et il est difficile de dire au lycée Porte-Océane c'est plutôt ça. Alors, je pense que au lycée François 1er, il y a certainement des gens qui font des études plus longues qu'au lycée, en majeure partie, qu'au lycée Porte-Océane, où on a souvent des élèves qui sont un petit peu en difficulté. Donc ils privilégient souvent les filières courtes. Mais c'est pas une règle définie à la base. Il y a beaucoup de possibilités en fonction du profil des élèves.
D'accord. Et le lycée Porte-Océane est aussi situé dans le centre-ville, on pourrait Oui, dire ça. Donc on aimerait savoir aussi si les élèves ils viennent seulement du centre-ville ou oh ils non, habitent non. vraiment partout. Ah non, non, c'est bien au contraire. Le recrutement est très divers. Ça vient aussi bien des quartiers de la ville haute, Cocrioville, Montgaillard, Villebasse. Il y en a qui viennent du quartier de l'Eure, il y en a d'autres qui viennent du centre-ville aussi, puisqu'on a des élèves qui viennent de Raoul-Dufy. Donc c'est très très varié, et comme je vous le disais, le panel de recrutement d'élèves est très très large, avec tout ce qui va avec, donc c'est-à-dire des formations très différentes d'un élève à l'autre. Merci. Et alors en ce qui concerne le niveau éducatif des parents, est-ce que vous avez quelques informations peut-être ou est-ce que c'est vraiment aussi divers dans C'est ce très sens? très divers. Oui, oui, c'est très très divers. Et c'est assez souvent corrélé avec le milieu socio-professionnel dans lequel évoluent les élèves et dont sont issus les élèves. Donc il y a aussi bien des parents qui peuvent être cadres supérieurs que d'autres qui sont plutôt ouvriers ou artisans. Donc c'est très très varié. Après, le suivi des parents est variable aussi, mais malheureusement, au lycée Porte-Océane, on a aussi une grande majorité de parents qui ne sont pas très investis dans le suivi des élèves. Peut-être pas une grande majorité, mais il y en a quand même une bonne partie. D'accord. Et pourquoi vous avez ressenti cela? Peut-être dans les conseils de classe Oui, ou... c'est ça, dans les conseils de classe, dans le suivi des élèves, les professeurs principaux ont parfois du mal à contacter certains parents. Bon, c'est pas, il ne faut pas en tirer une règle là aussi, mais il y a des parents qui, sans parler de démissionner, ne sont pas très très actifs dans le suivi de leurs enfants. D'accord. En ce qui concerne la situation sanitaire que nous avons vécue Oui. avec la crise du coronavirus, j'aimerais savoir si il y a eu de grandes différences dues à tout ce qui est plateforme numérique. Et ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'aimerais savoir aussi si vous avez quelques disons, renseignements ou si un élève vous a dit qu'il a vraiment souffert de ne pas avoir pu profiter des bourses de cantine. Donc, une première part sur la fracture numérique qui Oui. a pu être possible, une deuxième partie sur la cantine et le fait que les écoles aient fermé. Alors, sur la fracture numérique, là, j'ai pas de chiffres. Par contre, j'ai des témoignages de collègues qui, effectivement, m'ont rapporté que certains élèves, par exemple, ils étaient 3 ou 4 enfants, il n'y avait qu'un seul ordinateur, donc c'était très compliqué pour suivre les cours, parce que, bon, en EPS, on a fait ce qu'on a pu, on a envoyé des cours type à faire, mais bon, on n'a pas eu de retour. Par contre, nos collègues des disciplines autres ont beaucoup travaillé, encore plus que d'habitude, parce qu'il y avait du travail en plus à faire pour préparer les cours qui étaient totalement différents, enfin en grande partie différents de par le support. Et ils m'ont dit qu'effectivement il y avait des élèves qui avaient souffert de leur situation particulière parce qu'ils ne pouvaient pas suivre. Et puis il y en a aussi qu'on a perdu parce que déjà à l'école ils ont du mal à fournir le travail, alors en distance comme ça, c'est encore plus difficile pour avoir un suivi régulier et sérieux de ce genre d'élèves. Et à propos de la cantine, parce que moi par exemple, je sais qu'en Espagne, c'était un vrai problème, mais ici en France, je n'ai pas entendu sur les Alors, infos. honnêtement, j'ai pas de retour à ce niveau-là. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. J'imagine que ça a dû poser des problèmes, notamment pour les parents qui travaillaient encore, parce qu'il y en avait, hein, il y en avait quand même. Après, pour les parents qui travaillaient pas, c'était sans doute un peu moins difficile. Mais non, j'ai pas d'informations fiables à ce niveau-là à vous fournir. D'accord. Alors nous sommes maintenant devant l'hôtel de ville du Havre. Et j'aimerais qu'on aborde un petit peu plus
spécifiquement la matière d'éducation physique sportive, donc d'EPS. Tout d'abord, j'aimerais savoir quel est le programme et quels sont les cours auxquels vous donnez cours, pardon. Le programme, en fait, il n'y a pas un programme qui est défini. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque classe, nous, au lycée, on a défini effectivement un programme, mais qui est un peu bouleversé parce qu'à cause du Covid, on ne fait pas beaucoup de sport collectif. À vrai dire, le seul sport collectif qu'on a décidé de faire, c'est le volley, parce qu'il y a une espèce de distanciation naturelle, entre guillemets. Sinon, en fait, en règle générale, ça s'articule sur 4 plans. Il y a un sport collectif, un sport individuel qui, cette année, va être du badminton. Après, il va y avoir de l'athlétisme pour toutes les classes et de la musculation. En gros, c'est ça. Bon, il y a des petites variations, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Hormis pour les classes de terminale qui, eux, n'ont que 3 activités. Et cette année, on a décidé de faire pour ces classes-là badminton, athlétisme et musculation. Donc normalement, il y a plus de possibilités, il y a plus de menus. Mais là, cette année, on est un peu limité à cause de la crise sanitaire. D'accord. Et pour athlétisme, quelles épreuves vous faites? Alors pour athlétisme, nous on fait ça dans la cour du lycée, donc on est limité. Là, on va faire longueur et course de durée. Très bien. J'ai une autre question aussi à propos de... En fait, j'aimerais savoir si les filles et les garçons, Oui. ils font les mêmes sports. Oui, Et parfait. oui, ils font les Et, mêmes sports, mais pas avec les mêmes barèmes. D'accord. Notamment pour les épreuves athlétiques, où il y a des barèmes qui sont quand même sensiblement différents pour les uns et pour les autres. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a que certains peuvent réussir mieux en fonction de leur sexe ou non? Non, c'est vraiment extrêmement défini par le niveau de motivation des élèves. C'est ça qui fait la différence. Après, une fille ou un garçon, ça ne change pas beaucoup. Il faut vraiment qu'ils soient déterminés et qu'ils soient sérieux dans leur travail. Sinon ça peut être n'importe quoi assez rapidement. Donc voilà, non, c'est uniquement ça. Il n'y a pas une grosse différence à mon niveau, tel que je le ressens, entre les filles et les garçons. Donc pour le cours de paix, c'est surtout le niveau de motivation qui Oui, compte, bien comme sûr, vous nous avez dit. Et sinon, au niveau des préférences pour les sports ou pour certaines disciplines sportives, est-ce qu'il y a de grandes différences entre les sexes ou non? Non, je dirais que forcément chez les garçons, ils sont plus attirés par le foot, normal. Mais il y a de plus en plus de filles à ce niveau-là. Oui, on voit l'impact notamment de la Coupe du Monde qui a eu lieu pour partie au Havre sur les motivations. Donc il y a de plus en plus de filles qui jouent au foot et qui jouent en club et qui jouent bien même d'ailleurs. Après les activités, c'est très très variable. C'est très très variable. Mais en règle générale, on a une adhésion assez correcte aux activités. Donc pour faire juste une brève référence par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai qu'ici au Havre, il y a eu certains matchs de la Coupe du Monde féminine qui ont été organisés. Donc en effet, ça a pu entraîner cet intérêt montant. Ça a fait pas mal de pubs pour le football féminin, oui, c'est vrai. Alors on a déjà abordé un petit peu le sujet sur les personnes handicapées et qui ont des besoins spécifiques, des besoins éducatifs spéciaux. J'aimerais savoir s'il y a des programmes qui sont adaptés à ces personnes qui ont ces besoins spécifiques et comment ils sont faits, si vous pouvez nous donner un petit peu les détails, sinon un peu généraux, mais juste pour savoir. En fait, se faire une idée. En fait, il n'y a pas de programme spécifique pour les personnes handicapées. On essaie de s'adapter au maximum, au coup par coup, j'ai envie de dire, en fonction du handicap, du degré de handicap et du degré des possibilités que la personne a de faire telle ou telle activité. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un programme spécifique parce qu'il y a un panel de handicap malheureusement qui est très grand. Et donc
C'est plutôt à l'enseignant à s'adapter, à proposer quelque chose en accord avec les autres enseignants, avec l'équipe éducative, pour permettre à la personne handicapée de participer au cours. Mais je le redis une nouvelle fois, c'est quand même des phénomènes qui sont pour l'instant assez rares, mais qui sont en train non pas de se développer, mais on est en train de voir de plus en plus de personnes qui viennent volontairement sur une démarche personnelle pour participer au cours. Et c'est vrai que je pense que pour ces personnes handicapées, c'est important de participer à la vie de l'établissement dans tous les domaines. Quels sont les élèves qui réussissent le mieux? Quelle est votre expérience à propos? En EPS? En EPS? Oui, en EPS. Alors, en EPS, comme je l'ai déjà dit, c'est dû à la motivation, hein, la source numéro 1. La motivation qui entraîne un travail, un effort régulier et donc des résultats qui, à terme, sont forcément bons, voire très bons, voire même excellents. Et selon mon expérience, les gens qui sont les plus aptes à avoir de très bons résultats en EPS sont souvent des gens qui font une activité sportive ou plusieurs à l'extérieur. Et notamment les gens qui sont dans un club de sport collectif. Les footballeurs, les basketteurs, les handballeurs sont souvent des gens qui réussissent très bien parce qu'ils ont des habitudes de travail, des habitudes d'effort qui sont facilement transposables dans les cours d'EPS et dans les matières dans lesquelles ils réussissent. Et ils ont aussi des aptitudes physiques qu'ils ont développées par cette pratique et qui sont donc là aussi forcément transférables dans la pratique de l'EPS et donc pour avoir de très bons résultats. Et on a notamment au lycée Porte-Océane, on a beaucoup de sportifs de haut niveau et donc eux ont de très très bons résultats forcément en EPS aussi. Génial. Et à propos de la cour vous avez vraiment répondu à toutes les questions, c'est-à-dire à la question en profondeur, parce que c'est pas seulement qu'ils acquièrent des aptitudes physiques, mais aussi il y a toute la discipline Voilà, qui va associer. Donc, oui, les habitudes vraiment de travail, c'est très très important et ça se transfère automatiquement quasiment à la pratique de l'EPS. S'ils sont motivés. Oui. Parce qu'il y a aussi des gens qui font tellement de sport à l'extérieur qu'à l'EPS, quand ils arrivent en EPS, ils ont plutôt tendance à lever le pied. Mais c'est pas la majeure partie, heureusement. On se voit à la plage dans un instant. Alors nous sommes maintenant à la plage. Malheureusement il fait pas un beau jour. Mais bon, au moins on est venu ici. On a les terrains de volley-ball juste là derrière. Donc ça fait quand même une petite connexion avec le cours de PS. Mais c'est pas toujours comme ça au Havre. Hein. C'est pas toujours comme ça, c'est vrai. Parfois il pleut. Aujourd'hui il pleut beaucoup, mais c'est pas toujours comme ça, heureusement. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions, peut-être un peu plus personnelles. Comment êtes-vous devenu professeur d'EPS? D'abord parce que forcément j'aimais beaucoup le sport. Et puis j'ai eu envie de... En fait, quand je suis arrivé en seconde, j'étais interne. Donc j'ai eu 2 profs de PS qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier-là. Et donc après mon bac, j'ai fait la fac, qui s'appelait l'UREPS à l'époque, mais qui s'appelle le STAPS maintenant. Donc j'ai fait 4 ans d'études. Enfin moi j'en ai fait 5 parce que j'ai pris mon temps. Et après 1 an de stage et après je suis devenu professeur. Et ma première affectation c'était au Havre. Et j'ai pas quitté le Havre depuis. Et une autre question, parce que bon, je fais la remarque parce que en fait mes parents tous deux sont aussi professeurs d'EPS en Espagne. Donc c'est pour ça que je suis content que vous soyez notre premier invité. Et j'aimerais savoir quel est pour vous le rôle du professeur, et plus particulièrement du professeur d'EPS dans la société, dans notre société maintenant. Et, écoute, alors EPS, je présume que tu sais ce que ça veut dire, c'est éducation physique et sportive. Donc dans l'EPS, il y a
en premier l'éducation. Oui, donc éducation physique. Dans éducation, pour moi, les professeurs, après on viendra sur les professeurs de PS, sont d'abord des courroies de transmission de la République pour justement pour éduquer les enfants, leur transmettre les valeurs de la République qui sont en ce moment un peu mises à mal. Et donc on a un rôle éducatif qui est évident. Et on est un peu les petits soldats de la République pour former des citoyens qui soient responsables, etc. Et pour le PS, je dirais qu'on a un rôle encore plus, non pas encore plus important, mais encore plus important dans le domaine de la santé, parce que, comme on disait tout à l'heure en aparté, il y a une proportion de plus en plus importante de la population qui devient obèse. Il y a une baisse des possibilités, des capacités physiques des jeunes de 13 à 18 ans qui a baissé de plus de 25 ou 30%, je crois, selon une étude récente. Donc on a un rôle, je pense, important d'éducation aussi, mais d'éducation pour former des citoyens qui soient responsables de leur vie physique, qui puissent prendre en charge leur vie physique et tout au long de leur existence, de façon à être en meilleure santé possible. Super, c'est une très bonne explication. Vous m'avez convaincu totalement. Dans d'autres lycées, vous constatez que peut-être certains collègues d'autres lycées justement, ils ont des problèmes similaires dans certaines matières ou même dans votre matière, si vous connaissez quelques... Après, il y a en fonction du lycée ou du collège où tu enseignes, il y a forcément des problèmes plus importants ou d'autres ordres dans certains lycées ou collèges, au recrutement un peu plus difficile avec des enfants qui ont des situations familiales compliquées, dans un milieu socio-professionnel défavorisé. Là, oui, alors là, il y a il y a un type d'enseignement, un type d'intervention qui n'est pas du tout le même. On ne fait pas du tout le même travail suivant qu'on est dans un lycée un peu à recrutement privilégié ou dans un collège à recrutement au contraire un peu défavorisé. Là, ce sont deux métiers totalement différents. Et si on ne peut pas parler d'inégalité, mais on peut parler quand même de deux professions un peu différentes, deux façons d'enseigner qui sont différentes de ce fait-là. Merci beaucoup. Et alors, dernière question. Oui. Est-ce que vous avez un... Parce que là, il pleut. Là, il pleut, c'est vrai. Donc, dernière question. Est-ce que vous avez un bon souvenir qui a été spécialement marquant, qui vous est marqué souvenir? Alors moi, j'ai des souvenirs qui sont marquants. C'est les souvenirs... j'en ai deux. Un, c'était à l'intérieur de ce qu'on appelle l'UNSS, c'est-à-dire le sport du mercredi après-midi, facultatif, dans mon ancien collège où on amenait énormément de jeunes, on en amenait 50 ou 60 sur le stade d'athlétisme et à l'époque c'était la fête, on adorait ça, il y avait une grosse ambiance, il y avait beaucoup de monde. C'est quelque chose qui se perd malheureusement, mais là c'est vraiment un moment que j'appréciais particulièrement. Et dans le lycée où je suis, on a une section EPS qui fait plus de sport que les autres, qui ont choisi ça. Et on est parti 2 ans de suite au Québec pendant 15 jours. Et ça, c'était des super souvenirs de prof d'EPS, effectivement. Merci beaucoup. Donc, nous avons fini l'interview. Merci énormément à Monsieur Philippe Roussel qui a été extrêmement aimable d'avoir répondu présent à notre invitation et aussi d'avoir, c'est ça, surtout d'avoir résisté face à cette tempête qui s'approche. Donc merci énormément et à bientôt pour plus d'interviews.